tous à ceux qui sont avec nous sur ce forum, sur ce salon, et puis à ceux aussi qui nous suivent sur Amif Live. Bienvenue sur ce forum exposant pour notre table ronde biodéchets, déchets gras, du défi à l'opportunité pour les collectivités locales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, une vingtaine de millions de tonnes de déchets, c'est la quantité de déchets, biodéchets qui sont produits par les ménages chaque année. Donc une vingtaine de millions de tonnes. Et seulement 15% des Français trient leurs déchets alimentaires. Dans 3 ans, la gestion séparée des biodéchets deviendra obligatoire. C'est un sacré défi pour les collectivités, puisqu'aujourd'hui, la moitié de ces biodéchets finissent dans la poubelle grise. Alors, comment faire? Comment décliner la gestion des déchets à l'échelon local? Comment valoriser ces déchets? Quelles solutions? Sur quel retour d'expérience s'appuyer? On en parle justement avec nos invités. Thomas Couette, bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie du développement Veolia, recyclage et valorisation des déchets pour l'Île-de-France. Merci d'être là. Fabien Garcia, vous êtes directeur régional SARP Île-de-France. Vous nous parlerez plus particulièrement des déchets gras. Bonjour. Avec nous aussi, bonjour, Florence Crocheton-Boyer, bonjour, première adjointe au maire de Saint-Mandé et vice-présidente du SICTOM. Vous nous direz comment font les collectivités justement pour trier ces déchets. Est-ce que votre micro fonctionne? Je sais, oui, c'est bon. Bonjour. Oui, c'est bon, tout va bien. Donc on va commencer par un état des lieux et je vais me tourner plus particulièrement vers vous, Thomas Couette et Florence Crocheton-Boyer, pour tout d'abord voir de quoi on parle. Les biodéchets, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on quand on évoque ces biodéchets? On pense aux déchets alimentaires, mais peut-être pas seulement. Bon, effectivement, les biodéchets, donc c'est la fraction organique des déchets qui sont produits par les ménages et par les entreprises, par les restaurateurs, etc. Donc, quand on parle de biodéchets, on parle à la fois de ce qu'on appelle aussi les déchets verts, c'est-à-dire les déchets qui sont issus de l'entretien des espaces verts, donc issus des élagages, des fleurs, des plantes. Et la deuxième catégorie, ça va être les biodéchets plutôt issus qu'on appelle aussi les déchets de cuisine, donc ça peut être les épluchures, mais aussi tout ce qui est issu du gaspillage alimentaire, donc qui peut être produit par la restauration, par les ménages, par la restauration, et voilà. Donc bon, ça fait beaucoup de choses. Et ces biodéchets, Florence Crocheton-Boyer, ils augmentent considérablement chaque année. Oui, alors juste pour le SICTOM, donc je suis élue au VP au SICTOM, c'est l'Agence métropolitaine des déchets ménagers. Et en fait, on regroupe 12 territoires adhérents et 85 communes dans Paris. Donc ça représente quand même 6 millions d'habitants et c'est 2,3 millions tonnes traitées chaque année. Et sur ces 2,3 millions de tonnes traitées, on traite 6 000 tonnes seulement, j'allais dire, de déchets ménagers. Enfin, c'est une évolution quand même qu'on attend une montée en puissance parce que depuis 2017, où on a commencé à les collecter et les traiter, on a démarré à 2 000 tonnes et là, on est à plus de 6 000 tonnes. Et l'année dernière, 2019, on était à plus de 7 000 tonnes. Donc avec la crise de 2020... ça s'est ralenti, mais on attend une montée en puissance. On est quand même sur une pente montée ascendante fulgurante. On va dire. Voilà, des déchets. Il y a aussi les déchets gras. Alors Fabien Garcia, c'est quoi les déchets gras? Qu'est-ce qu'ils regroupent? C'est des déchets liquides. On pense beaucoup aux déchets émis par les restaurateurs, c'est ça? Principalement les déchets de la restauration. Pour vous donner un ordre de grandeur, là où on a 1 million de tonnes de biodéchets, ce que vient d'expliquer Thomas, il y a 100 000 tonnes de déchets gras qui regroupent à peu près 70 000 tonnes d'eau grasse de cuisine collectée dans des bacs à graisse dans la restauration. Et puis 30 000 tonnes d'huile alimentaire, c'est les huiles de friture, qui effectivement sont collectées. Et des déchets qui augmentent aussi considérablement? Alors, c'est des déchets qui augmentent, oui, mais qui ne se retrouvent pas forcément correctement triés. Alors, sur la valorisation de ces déchets, quand on peut les collecter, je pense aux huiles alimentaires qui, dans la restauration, sont mis dans des bidons qui permettent de fabriquer du biocarburant. Donc ça, c'est une bonne chose, mais on sait bien que les particuliers ne le font pas. C'est un enjeu. Et puis, sur les déchets gras de restauration, donc les bacs à graisse, effectivement,
il y a une collecte qui est organisée avec chacun des professionnels. Oui, on verra un petit peu la valorisation des déchets donc Ouais. un petit peu plus tard, hein, mais restons sur l'état des lieux, avec aussi ce changement de réglementation à venir pour les biodéchets, puisque c'est une réglementation européenne. Qu'est-ce que ça va changer? Ça veut dire qu'on va encore avoir une poubelle de plus? Alors, pour l'instant, la collecte séparée des biodéchets est obligatoire pour les producteurs de plus de 10 tonnes de déchets par an. Donc, c'est les professionnels généralement. Donc, effectivement, la réglementation européenne qui trouve son application en France dans la loi pour la transition écologique et la croissance verte va obliger, d'ici fin 2023, la collecte séparée des biodéchets pour les ménages. Donc parce que les écarts de chiffres sont flagrants. En Ile-de-France, c'est 1 million de tonnes de biodéchets qui sont produits, donc c'est le gisement. Et pour l'instant, le SICTOM, là, son expérimentation porte sur simplement 6 000 tonnes de déchets qui sont collectés. Vous disiez 15% qui sont effectivement collectés de manière séparée. Alors non, il ne faut pas prendre ça comme étant simplement une poubelle supplémentaire, parce que déjà, ce ne sera pas forcément le cas. Parce qu'une des solutions, notamment en milieu moins dense que l'agglomération parisienne, et il y a des milieux moins denses que l'agglomération parisienne en Ile-de-France, le compostage de proximité va rester la solution. Mais après, en milieu dense, effectivement, ce sera une poubelle de plus. Et l'idée, c'est quand même de réduire la poubelle qui contient le plus de déchets. Ma question était induisait le fait qu'il sera interdit de collecter des déchets, des biodéchets avec tout autre déchet, y compris les papiers et les cartons souillés. Alors interdit. Interdit, c'est non. un peu ça l'idée. C'est-à-dire que fortement déconseillé, non? Non, l'obligation serait une obligation pour les collectivités de mettre en place des moyens pour que les habitants puissent trier leurs déchets à la source et un moyen de traiter ces déchets qui seront triés à la source. Il n'y aura pas une interdiction de mettre son biodéchet dans la poubelle, mais il va falloir travailler sur justement de la sensibilisation. C'est les collectivités qui devront faire un tri à part. Alors justement, Florence Crocheton-Boyer, qu'est-ce que ça va changer pour les collectivités? Quelles obligations nouvelles? Alors effectivement, c'est une obligation de tri à la source. Ce qu'on espère, parce qu'il y a un projet de décret qui est sorti il y a à peu près un mois, qui apparemment rendrait obligatoire la fourniture de sacs de collecte spécifiques pour les biodéchets. Alors, qui va les financer? Est-ce que c'est les collectivités? Si c'est le cas, en tout cas, ça sera à vous, ce sera à nous tous, parce que c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Actuellement, les OM, quand on met nos OM dans les bacs, on les met dans des sacs, mais on les achète nous-mêmes. On ne demande pas à la collectivité de fournir les sacs. Et ce qu'on espère, nous, en tant que syndicat de traitement, c'est qu'on n'ait pas une obligation de moyens, mais bien sûr une obligation de résultat. Est-ce qu'il y a déjà des expérimentations de tri, justement, des biodéchets? Oui, alors, sur le périmètre du SICTOM, donc les 85 communes dont je vous parlais, à Paris, il y a 3 arrondissements, le 2e, le 12e et le 19e. Collecte en porte-à-porte, donc là, vous parlez effectivement d'un bac supplémentaire, effectivement. Mais sinon, on a l'apport volontaire. Alors, j'avais préparé les chiffres pour après, mais en fait, on collecte les établissements scolaires et maternels dans 372 établissements sur le territoire, dont Saint-Mandé depuis plusieurs années. Les marchés forains comestibles, donc 106 marchés, et les restaurations collectives, 332 sites. Et le porte-à-porte concerne les 382 000 habitants des arrondissements de Paris, plus d'autres villes, Marne-la-Coquette, Ville-d'Avray, Ivry-sur-Seine et Romainville. Alors on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans cette table ronde. Mais ce qui est important à savoir, Thomas Escouët, Florence Crocheton-Boyer, c'est est-ce que les Français sont prêts à ça? Alors, je dirais, on est un peu entre les deux. Disons que quand même dans le milieu rural, il y a quand même un tiers des Français qui trient leurs biodéchets en utilisant le compostage de proximité. On a 15%, c'est vrai, de la population qui trie ces biodéchets en France. Donc, je pense aussi qu'il y a une volonté des Français de mieux traiter, mieux trier ces biodéchets, parce qu'ils comprennent aussi que... Le biodéchet, c'est un déchet particulier parce que c'est un déchet qu'on peut recycler chez soi,
qu'on peut recycler soi-même et dont on peut voir le recyclage parce que c'est vraiment extrêmement local. C'est-à-dire que la valorisation du biodéchet, c'est On en parlera, mais on peut faire du compost. Oui, voilà, c'est en compost. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un vrai travail de sensibilisation, de communication à réaliser auprès des habitants. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a la problématique, c'est que c'est une obligation qui va arriver dans les 2 ans. Et que je pense que très peu de Français sont au courant de cette arrivée imminente de la collecte séparée des biodéchets. Donc oui, et puis je pense d'ailleurs que les expérimentations du SICTOM montrent bien que quand on fait de la sensibilisation, quand on fait de la communication, ben finalement, il y a une vraie volonté des Oui, que des donnent les populations. retours d'expérience, justement. Oui, alors effectivement, ça marche plus. Plus, Si, po- c'est plus bon. pro- plus proche, plus proche, voilà. Non, mais j'ose pas. Si, En fait, si. il est que pour moi, donc c'est bien. Effectivement, bon, la quantité peut-être pas encore là, mais comme on disait tout à l'heure, on attend des augmentations importantes. Mais en tout cas, la qualité là pour les actions. Alors, pas expérimentation, on va dire, mais actions volontaires qui sont déployées avec le SICTOM et les territoires. En tout cas, les habitants répondent favorablement et de toute façon, ces actions ont pour vocation à perdurer et à s'améliorer. Donc c'est un début et ça ne demande que à s'améliorer, juste pour dire que c'est quand même, ça a un coût supplémentaire et que c'est de l'argent public. Oui, ça peut être perçu comme une contrainte, on va le voir, mais j'aimerais quand même donner la parole à Fabien Garcia concernant les déchets gras. Est-ce qu'il va y avoir là du changement dans la réglementation ou pas du tout? Non, il y a, par rapport à cette nouvelle réglementation des biodéchets, dans le déchet gras, il n'y a pas de nouvelle réglementation. Il y en a une très ancienne qui figure dans le Code de l'environnement, la nécessité pour tous les professionnels de la restauration d'avoir un bac à graisse, ça existe déjà. La nécessité aussi de trier les huiles alimentaires avec une collecte organisée et l'obligation de contractualiser avec un professionnel pour cette fameuse collecte. Donc il y a quand même un retour de l'application de la réglementation. Et on s'aperçoit que malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir faire des contrôles qui ne sont pas nécessairement faits. La police de l'eau intervient plutôt quand il y a une pollution, mais pas nécessairement pour vérifier et contrôler les installations. Mais Donc, cette nouvelle réglementation qui va toucher les biodéchets, est-ce qu'elle peut être l'occasion de meilleures pratiques pour les restaurateurs et les déchets gras, quelque je part? crois que c'est l'occasion de communiquer au sens large, c'est-à-dire de toucher à la fois les particuliers, de sensibiliser les professionnels qui ne sont pas forcément très au courant, qui trouvent aussi parfois le coût trop important. Et peut-être aussi, c'est l'occasion de mutualiser les collectes, puisque on pourrait imaginer que les particuliers trient leurs huiles alimentaires, qu'il y ait des points de collecte qui soient ramassés en même temps que les professionnels. C'était le sens de ma question. Exactement, exactement. Puisque là, il y a un vide dans la réglementation. Quelque part, cette collecte des déchets gras, elle n'est pas toujours bien respectée. Non, voilà, elle n'est pas bien respectée. L'agence de l'eau estime que 50 à 60% des installations sont conformes. On arrive à collecter à peu près 60% seulement des déchets gras. Ça, c'est un double coût pour la collectivité. D'abord parce que le traitement des déchets, que ce soit en station d'épuration ou des déchets mélangés avec dans les déchets d'assainissement pour les stations, bon, ça coûte plus cher. Quand on entretient les réseaux, également, le déchet coûte 2 fois plus cher à traiter. Donc, un coût supplémentaire et un manque à gagner puisque le déchet non trié n'est pas valorisé. Alors que, donc on ne peut pas l'envoyer en méthanisation, on ne peut pas faire de l'huile, transformer l'huile en biocarburant. Donc c'est la double peine. Et pourtant, on peut faire des choses avec les déchets, c'est ce qu'on va voir. Mais tout d'abord, sur cette collecte, est-ce que la nouvelle réglementation est perçue comme une contrainte, notamment financière ? Alors effectivement, sur les expérimentations qui ont été menées par le SICTOM et par d'autres notamment, auxquelles Veolia participe, nous participons, on se rend compte que, en fait, disons qu'il y a 2 paramètres, donc des données d'entrée qu'on ne peut pas changer. C'est la densité de population et c'est les fréquences de collecte. Et donc on doit faire avec. Et on se rend compte qu'actuellement, le geste de tri, on est en train de travailler sur le geste de tri, mais on se rend compte que actuellement, les camions qui collectent les déchets
les biodéchets séparés, finalement sont remplis au tiers. Donc ça veut dire que le coût de la collecte est 3 fois plus élevé que pour la collecte des ordures habituelles. Donc ça crée un vrai problème. Et donc il va falloir trouver un autre modèle. Voilà, quelle solution pour réduire les coûts? Parce que c'est ça, comment transformer les contraintes en opportunités. C'est tout l'objet, en fait, de cette table ronde, de ces réflexions qu'on a aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, la force l'opportunité qui réside dans les biodéchets, c'est cette opportunité de faire une boucle d'économie circulaire locale. Et donc, pour moi, l'opportunité, elle va résider dans le fait de ne pas simplement isoler la collecte du traitement, mais de pouvoir travailler avec toute cette palette de solutions qui existe. Donc, la collecte porte-à-porte, donc la collecte d'un bac en bas de votre immeuble, mais aussi la collecte en point d'apport volontaire, donc aller déposer son sac sur le marché, mais aussi les solutions de compostage de proximité, c'est-à-dire avoir un composteur à proximité qui pourra permettre après aux habitants d'aller chercher un petit sac de compost pour son usage personnel, des compostages aussi en établissement pour collectif, mais aussi finalement des grosses solutions décentralisées qui vont permettre d'abord de déconditionner du déchet qui serait collecté en bac, donc des grands sacs poubelles, mais qui pourront aussi permettre de mélanger les déchets qui sont issus de cette collecte des ménages avec les déchets qui sont produits par les grandes surfaces, qui ne sont pas emballés, les produits périmés notamment, les déchets qui sont produits par les plateformes logistiques. Donc tout ça va résider dans la largeur de cette palette de solutions qui existent, jusqu'à la méthanisation, ensuite la production de biogaz. On a une grande palette, et ce que montrent les retours d'expérience, c'est que c'est vraiment, chaque territoire est unique, et c'est vraiment en étant capable d'utiliser cette ample palette qu'on sera capable de créer le plus de valeur et de générer le moins de coûts pour les territoires. Florence Cloroche-Tomboyer, justement sur cette collecte en porte-à-porte, des retours d'expérience sur ce que vous faites dans plusieurs arrondissements parisiens. Alors, comment est-ce que c'est vécu par les habitants? On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais là, rentrons un peu plus dans le détail. Oui, donc en fait, c'est des expériences actions volontaires. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication qui est nécessaire. On est dans des milieux urbains très denses, 3 arrondissements de Paris. Comme je vous le disais, donc il y a aussi Marne-la-Coquette, Ville d'Avray, Ivry-sur-Seine et Romainville. Je les spécifie parce que on est quand même 85 communes et on parle souvent de Paris, mais il y a d'autres collectivités. Et moi, je pense que aussi l'apport volontaire, donc on parlait des marchés aux comestibles ou des écoles de la commune. Nous, on le fait à Saint-Mandé. Et en fait, les Saint-Mandéens peuvent apporter 4 fois par semaine leurs biodéchets sur les marchés. Donc ça évite d'avoir un container dans son immeuble. Des immeubles anciens qui ne sont pas toujours adaptés. Donc il faut offrir plusieurs possibilités. Donc le compostage de proximité, l'apport volontaire ou la collecte en porte-à-porte. Et apporter comme ça son petit sac de déchets au marché, dans un bioseau qui sont distribués par le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois. Ça implique comme un vrai changement des mentalités. Ah oui, c'est une adaptation, mais je pense que petit à petit les mentalités évoluent. Et on en a besoin d'ailleurs, puisque quand on a mis le tri en place en 1999, tout le monde criait en disant il va falloir trier, on va avoir des bacs en plus. Puis finalement, ça s'est bien fait. Il y a encore des progrès, mais ça se fait très bien. Donc il y a de l'espoir. En fait, il faut penser la collecte autrement, Fabien Garcia. Déchets gras, avec peut-être les biodéchets, impliquer les ménages, notamment pour les restaurateurs. Bon, on profite de la collecte des déchets gras, peut-être pour prendre en même temps les biodéchets. Alors bien sûr, on ne les met pas dans le même conteneur, mais ça peut peut-être inciter à faire bouger les choses. J'ai envie de dire pourquoi pas, parce qu'à certains moments, ces biodéchets, ces déchets gras peuvent aller au même endroit, en méthanisation, et on a beaucoup de méthaniseurs qui fleurissent un petit peu partout en Île-de-France. Ça prend de l'ampleur en termes d'exutoire. Il faut trouver effectivement plusieurs solutions, peut-être et emmener les professionnels de la restauration sur ces points de collecte selon leur taille. À ce stade, je prends 2 minutes pour raconter une petite anecdote. Je rentrais dans un kebab, tout simplement, et puis je voyais une étiquette comme quoi il avait bien respecté les règles sanitaires, etc. Bon, ça me rassurait un petit peu. Et donc je lui pose des questions, je lui dis comment ça s'était passé. Alors il me raconte, tout fier, tout ce qu'il avait pu faire.
Et puis bien sûr, à la déformation professionnelle. Alors je lui pose la question, est-ce qu'il a un bac à graisse Ah non, j'ai pas. Ah bah si, maintenant que vous m'en parlez, j'ai un petit bac sous l'évier et effectivement qui récupère les eaux grasses de sa cuisine. Ah bah c'est très bien. Et qu'est-ce que vous faites quand c'est plein? Bah quand c'est plein, je le vide dans l'égout. Bon, non mais c'est une illustration. Ce qui n'était pas le but quand même. Non, Voilà. c'est pas le but exactement. Donc pourquoi? Alors on est sur des petits équipements. En fait, il y a une réglementation qui porte et qui est bien comprise et intégrée pour toutes les grosses installations. Et ça marche plutôt bien. Et on arrive à 60% de collecte des déchets gras. Quand on veut faire le diffus, que ce soit les particuliers ou les restaurateurs, les tout petits restaurateurs qui sont finalement des gros particuliers, quoi, j'ai envie de dire, eh bien, il faut trouver quelque chose, une solution. Et on pourrait très bien, à l'inverse, se dire, et pourquoi les particuliers n'auraient pas ce petit bac sous l'évier pour récupérer les eaux de cuisine et avec le même exutoire. Et donc, on peut faire comme ça des allers-retours entre ce qui existe, ce qui se pratique, entre les professionnels, les particuliers, et essayer de trouver le bon moyen de collecter tout ça et d'apporter des solutions. À condition de ne pas les jeter dans l'évier, parce que ça finit dans les eaux usées, et finalement, ça coûte cher à la collectivité. Ça coûte cher parce que les eaux grasses, enfin tous les déchets gras, les huiles alimentaires également, ce sont des déchets acides qui attaquent les réseaux d'assainissement. Donc on est aussi sur la préservation du patrimoine. Sinon, bien évidemment, ça engage des frais aussi d'entretien de tous ces réseaux. Qu'est-ce que nous dit cet exemple finalement, Thomas Couette? Ça nous dit qu'il faut penser la collecte et traitement en même temps. Il faut rompre un petit peu la barrière qu'on a entre les deux. Ça veut dire qu'en fait, oui, on peut pas. Enfin, le vrai optimum est un peu économique pour les collectivités parce qu'on voit qu'il y a un problème de coût. Ça va être vraiment de penser l'intégralité de la chaîne de valeur. Et parce qu'en fait, la valeur, elle va se créer. Alors, la collecte va avoir un coût, mais la valeur va se créer plutôt en bout de chaîne. Parce que c'est en bout de chaîne qu'on va créer du compost qui pourra après être distribué aux citoyens, mais qu'on va après produire de l'énergie verte, que ce soit sous forme de biogaz, qui pourra après être transformé en électricité ou injecté dans les réseaux, ou sous forme de biocarburant, comme le disait Fabien. Et c'est là qu'on va créer de la richesse, qu'on va créer de l'emploi aussi. C'est vraiment en bout de chaîne. Et c'est simplement si on est capable de penser l'ensemble de la chaîne de valeur et d'agencer l'ensemble de cette solution de manière à optimiser la valeur créée, qu'on va sortir de cette contrainte. Oui, parce que toute l'idée, c'est quand même que faire des déchets collectés. C'est ça, en fait, vous évoquiez le compost, vous évoquiez la méthanisation, puisqu'il faut les valoriser, ces déchets. Florence Crocheton-Boyer, il y a l'exemple de l'usine à Gennevilliers, à Fontainebleau aussi, donc là où vraiment on valorise les déchets. Oui, alors je voulais juste rajouter par rapport à rompre, vous parliez de rompre la collecte et traitement, donc moi je suis d'accord avec Thomas. J'ajouterais prévention, collecte, traitement. Il faut toujours ajouter la sensibilisation à tout ce qui touche les déchets, parce que quand on explique aux personnes déjà, bon, c'est bien de trier, mais ça devient quoi? Et quand on leur explique derrière la valorisation de la matière, et par rapport au compost, le produit du compostage, il faut aussi qu'ils comprennent que derrière, il y a un compost mûr, mais qu'il y a une réglementation. Ça, c'est très important ce que vous dites. Il faut vraiment que les gens savent ce que vont devenir leurs déchets. Et là, il y a des dizaines de milliers de tonnes de déchets en Seine-Saint-Denis qui sont triés et qui ne sont pas recyclés. Donc, ça n'incite pas forcément. Là, je sais pas là. Non mais c'est pas le SICTOM alors. Voilà, c'est pas vous. C'est pas vous, mais voilà, ça n'incite pas. Voilà, ça n'incite pas à trier les déchets. Donc tout ça pour rebondir sur le fait que c'est très important, vous le disiez, de communiquer et de dire aux gens, voilà, il faut trier vos déchets parce que voilà ce qu'on va en faire de vos déchets. D'où la méthanisation avec donc ces exemples d'usines à Gennevilliers et Fontainebleau. Oui, et des projets aussi qu'on a donc effectivement. Comment ça se passe? Racontez-nous. Oula, c'est technique. Moi, je ne suis pas très technique, mais entre autres, le SICTOM a des projets. Bon, petit à petit, la filière, elle se structure.
Et pour l'instant, on fait appel à des opérateurs extérieurs, mais on a mis en place des projets. Ça prend du temps, et entre autres avec d'autres syndicats, par exemple le CGIF, le syndicat du gaz et l'électricité, pour produire justement du biogaz et biométhane qui est injecté après dans le réseau. On a un projet aussi avec le SIAP pour le traitement, la cométhanisation des boues d'épuration, avec aussi une partie des fermenticides des ordures ménagères. Donc en fait, ça se passe sur plusieurs années, mais la filière se structure, en tout cas, parce que ça va augmenter. Et toujours dans cette idée de mutualisation aussi. Exactement. De mutualisation des moyens, c'est très important. Et entre autres, je pensais effectivement le SICTOM traite et valorise les déchets ménagers, puisque c'est son service public des ménages, mais rien n'empêche de collecter et de traiter avec les restaurateurs ou les professionnels. Techniquement et réglementairement, c'est possible, si chacun prend sa part financière. Thomas Couette, sur cet exemple de méthanisation donc, des déchets à Gennevilliers, à Fontainebleau aussi. Même chose aussi pour les déchets gras, hein, on en parlera avec Fabien Garcia. Effectivement, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des outils dédiés qui sont la construction d'une nouvelle infrastructure qui va permettre d'accueillir du biodéchet, de produire du gaz et du fertilisant. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est on a une démarche. On implique aussi beaucoup les agriculteurs, par exemple, surtout en Ile-de-France, parce que les agriculteurs ont investi ces dernières années beaucoup dans la méthanisation, et nous, on les accompagne, on co-investit dans certains de leurs méthaniseurs, et en contrepartie, nous, on apporte du biodéchet dans ces méthaniseurs pour booster un petit peu la production de biogaz de ces méthaniseurs. Donc c'est vraiment ça la force du biodéchet, c'est le fait qu'on puisse intégrer une palette extrêmement large de parties prenantes, depuis les habitants jusqu'aux entreprises, collectivités locales, les agriculteurs, l'ensemble du tissu d'un territoire. Et comme le disait Florence, qu'en plus, ce que deviennent les déchets, contrairement peut-être au tri des collectes sélectives, il est visible parce que c'est très local et qu'un habitant, quand il va apporter son sac de déchets dans un endroit local, il va voir qu'à 10 km, il y a un méthaniseur, il va voir qu'à 2 km, il y a un composteur, il va pouvoir bénéficier du biogaz, bénéficier du compost. Je pense que c'est la chose importante. Ce qui est important de voir aussi, c'est que ces déchets, ils peuvent créer de la valeur. On peut faire plein de choses avec les déchets, finalement. Vous le disiez, avec les déchets gras, on peut faire des biocarburants. Ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on peut créer de la valeur sans s'éloigner de l'Île-de-France. C'est ça qui est nouveau. Il y a énormément de projets de méthaniseurs qui sont sortis de terre ou sont en train d'être conçus, alors qu'il y a encore quelques années, il fallait aller, on va dire, dans les départements limitrophes, aller un peu plus loin pour les traiter. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on a limé dans les Yvelines une usine de traitement de biocarburants à partir des huiles alimentaires. Donc la création de valeur, elle est plus très loin, parce que dans l'étude du coût global, il y a bien l'acheminement de tous ces déchets dans des centres de traitement. Or, ces centres de traitement, ils sont plus très loin. Ils sont à nos portes. On peut imaginer une approche sur mesure par territoire ? Je ne sais pas qui veut répondre, Thomas, Florence. Thomas, peut-être, oui. Je veux bien prendre la question. Ouais. Florence. Juste dire que la logique de proximité, quel que soit le flux de déchets, pas que les biodéchets, c'est nécessaire pour les économies d'énergie et de transport. Donc, on utilise beaucoup le fluvial aussi. Par rapport, il y a les centres de réception et après les centres de traitement. Mais la proximité, c'est indispensable. Pour moi, c'est primordial. Le caractère local de la gestion des biodéchets rend une approche sur mesure sur un territoire primordial. Il faut bien connaître la manière dont sont générés les biodéchets sur le territoire, comment on peut optimiser les coûts. Donc, vous voyez par exemple à Villeneuve-Saint-Georges, nous on vient d'ouvrir une usine qui est capable d'accueillir à la fois des biodéchets du SICTOM, les biodéchets qui vont provenir des grandes surfaces et d'en faire, de déconditionner, de sortir des sacs, sortir des emballages et d'en faire un mix énergétique optimisé sur la base de vraiment une analyse vraiment du territoire pour l'envoyer en méthanisation, alors que cette méthanisation soit une méthanisation sur mesure, qu'elle soit une usine juste à côté ou celle des agriculteurs. Et
Ça, un projet comme ça se conçoit parce qu'on connaît bien le territoire, on connaît bien le bassin de chalandise. Dans d'autres endroits, comme des milieux plus ruraux en Seine-et-Marne, par exemple, on va peut-être plus accentuer le compostage local ou le compostage de quartier à 25 foyers. Là, il y aura quand même une problématique qui sera... il faut bien gérer la qualité du compost. Parce que peut-être un message important, c'est qu'un compost mal géré, c'est 3000 fois plus de CO2 généré qu'un compost bien géré. Oui, ce qui serait pas, c'est majeur. Voilà, oui, ce qui ne serait pas le but de l'opération. On peut faire plein de choses avec les déchets, donc produire de l'électricité verte, des biocarburants aussi. Oui, enfin, c'est ce dont je parlais. Hein, c'est l'usine Dialix en Yvelines qui produit effectivement, qui doit traiter au moins les 3/4 des huiles alimentaires de l'Île-de-France. Hein. Donc, ce qui est intéressant là, pour le coup, on voit bien la valeur que ça apporte, puisque ça finance la collecte. C'est que la production, la collecte finalement ne coûte rien pour le petit restaurateur. Même en ayant des gros volumes, ça peut même être racheté. Hein, ça a une valeur. Donc on se rend bien compte que l'effort est intéressant pour tout le monde, parce qu'on a de l'énergie comme ça chez soi, dans les déchets. Oui, je peux rajouter, oui, parce qu'on parle de coûts, concernant les expérimentations sur les différents territoires du SICTOM. Il faut savoir que la collecte et le traitement des biodéchets, ça coûte 320 € la tonne, et qu'elle est facturée aux collectivités qui la mettent en place 5 € la tonne. Donc derrière, effectivement, il y a un surcoût qui est pris en charge par le SICTOM, mais ça rentre dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc on espère, il n'y a pas de filière de responsabilité, on va dire, la REP, comme sur les autres filières. Il n'y a pas d'éco-organisme qui existe. Donc tout à l'heure, ce matin, pendant les discours du président du Sénat, il parlait de déconcentration des crédits. C'est vrai qu'on aimerait avoir des crédits pour développer encore plus ces filières-là aussi. Pour développer ces filières, oui, de traitement et de valorisation des déchets. Thomas Couette, oui, sur ce point. Bon, après, c'est clair que c'est un différentiel qui est très important, mais je pense que là, on est dans un modèle qui est expérimental, je pense qu'il y a possibilité de faire en sorte d'optimiser ses coûts, de les réduire, il y a un vrai enjeu de la réglementation de rendre plus compétitive cette collecte séparative des biodéchets, de réduire ses coûts. Mais je pense on doit aussi travailler sur la manière dont on va optimiser le traitement, et dans la manière dont on va arriver à un modèle qui serait plus proche peut-être du modèle que vient d'exposer Fabien, où vraiment on crée suffisamment de valeur pour financer le reste. Je ne sais pas si ce sera possible à court terme, mais... Ça passe par de la massification. Ouais, donc tant qu'on est sur du diffus, sur du volontarisme, forcément on est sur des petites quantités, et tu le disais, tant que tu remplis pas le camion de collecte, forcément ça coûte très cher à la tonne ou au kilo. Mais cette réglementation européenne peut être aidée dès lors qu'il sera obligatoire dans 3 ans de trier ces biodéchets. C'est peut-être l'occasion justement d'accélérer les choses. C'est vrai que si on passe de à peu près 7000 tonnes à 6-7 000 tonnes et qu'on se rapproche des 800 000, 1 million de tonnes qui correspondent au gisement, alors je ne dis pas qu'on y arrivera parce que ça va nécessiter beaucoup de travail, mais sans doute qu'il y a des économies d'échelle à faire et qu'on sera en mesure effectivement de créer plus de valeur pour les territoires. Voilà, et de transformer ces déchets et la collecte des déchets justement en opportunité, de façon à ce que les collectivités, les restaurateurs, les Français, les Franciliens n'y voient pas que des contraintes. Merci à vous trois. On va passer à notre séquence de questions-réponses, puisqu'on vous a presque tout dit sur les déchets, donc on pourrait encore discuter longuement sur le sujet. Donc si vous avez des questions, je vous invite à vous rapprocher du micro qui est dans l'allée.
Je n'ose penser que vous n'avez pas de questions sur les biodéchets. Ils sont drôlement sages. Un sujet qui nous concerne tous. Si je peux Oui. juste rajouter quelque chose, En c'est vrai attendant que les questions, oui. oui, on parlait de communication, c'est tellement important. En fait, le biodéchet, c'est vrai qu'on est passé pour le tri des emballages, on avait passé à l'extension des consignes de tri. Donc c'est vrai qu'au début, on disait on ne peut pas mettre les pots de yaourt, on ne peut pas mettre les sacs en plastique. Maintenant, on peut, parce que les chaînes de tri ont évolué, les process ont évolué. Donc il faut recommuniquer en disant bon, alors maintenant, vous pouvez mettre tous les emballages. Et là, pour le biodéchet, en fait, c'est tellement facile, c'est tout ce qui peut se mettre à la bouche. C'est simple. Oui, ce que vous nous dites, c'est que déjà le tri, c'est simplifié. Voilà. Et Mais que pour le les biodéchets, biodéchet, c'est ça va encore être plus encore simple plus simple. de Voilà. communiquer. Et ça pour dire aussi que la pédagogie est l'art de la répétition et que la communication est très importante. Je regarde si j'ai des questions via Internet. Sinon, ce qui est important, un point qu'on... Je vois pas... Un point qui est sur cette communication, donc il est essentiel de sensibiliser les Français. Et est-ce qu'aujourd'hui, on les sensibilise bien ? Est-ce qu'on les sensibilise bien, c'est-à-dire de façon à ce qu'ils voient leur propre intérêt aussi de trier les déchets ? Alors peut-être la première chose, est-ce qu'on les sensibilise bien? Je pense pas que, faudrait peut-être que voir un peu comment ça se passe pour les professionnels, mais en tout cas le problème pour l'instant, je pense que c'est que finalement il y a très peu de citoyens qui sont au courant du passage à cette collecte séparée des biodéchets d'ici 2023. Donc Vous me l'avez appris. Hein. la première Voilà. chose, donc Je n'étais la pas au première courant, chose, j'avoue. c'est que les gens Ouais. soient au courant. Ça serait bien. Ouais. Et après, on pourra les sensibiliser. Et puis la sensibilisation, ça va passer par beaucoup de choses. Il faut rendre le geste facile. Alors bon, c'est vrai que Florence parlait pour Saint-Mandé notamment de faire de la communication autour des marchés. C'est intéressant. C'est peut-être passer par aussi des études comportementales, essayer de comprendre comment réagissent, qu'est-ce qu'attendent les gens, comment les inciter à mieux trier leurs biodéchets. Ça va passer par leur faire visiter des expériences qui peuvent être menées un peu partout. Et c'est vrai que c'est très tangible le traitement des biodéchets parce que ça peut être fait très localement et les gens peuvent voir très localement. Donc pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas assez de sensibilisation sur le sujet, qu'il y aura peut-être un retour d'expérience sur la collecte sélective qui pourrait être faite. Ou je pense aussi qu'il y a encore des efforts à faire, mais... Si je peux rajouter au SICTOM aussi, il y a tout un budget spécifique sur la communication, sur la sensibilisation, on parlait. Entre autres, il y a des kits pédagogiques qui existent pour les enfants, qui sont distribués aussi, qui peuvent être distribués dans les écoles, effectivement. Il y a un concours famille zéro déchet qu'on a organisé aussi avec le territoire. Nous, on a 80 familles qui se sont inscrites en 2020 et c'était une semaine avant le premier confinement, donc c'était un petit peu compliqué. Mais au moins, il y a la demande qui est là, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de familles qui s'inscrivent. Dans le zéro déchet, il y a aussi le problème du gaspillage alimentaire. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait petit à petit. Et peut-être utiliser le levier des jeunes. Hein. Vous devancez ma question, qui sont très sensibilisés aux questions environnementales. On le voit dans les pubs à la télé d'ailleurs, c'est souvent les enfants qui disent à leurs parents mais pourquoi tu ramènes des bouteilles plastiques alors que l'eau du robinet elle est très bonne, n'est-ce pas? Absolument, moi qui avais des petites bouteilles d'eau comme ça que j'amenais sur... quand je travaillais à la télévision et j'amenais ma petite bouteille d'eau de 50 centilitres sur le plateau, ma fille m'a acheté une gourde en me disant mais tu ne peux pas prendre des petites bouteilles d'eau de 50 centilitres, ça va pas. Donc donc du coup je l'ai écouté et maintenant j'ai une gourde. Et c'est vrai que c'est des gestes simples qu'il suffit d'adopter et une fois qu'on a pris le pli, on se dit bah oui, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Donc miser sur les enfants, ça peut être, ou les jeunes, ça peut être intéressant. Comment on sensibilise et comment les restaurateurs justement, parce que c'est intéressant quand même l'exemple que vous citiez. Il faisait presque tout bien ce restaurateur de kebab, mais il a raté la dernière étape. Je crois que la communication, la sensibilisation passe par des solutions. Parce que quand on apporte une solution, forcément, c'est pas simplement il faudrait, la loi dit que, ça suffit pas. Mais à partir du moment où on vous apporte une gourde,
Voilà. On vous a apporté une solution. Absolument. Hein. Donc, J'avais en la fait, solution. Non, mais ça, c'est le bon exemple. Non, mais C'est pas de dire il ne faut pas utiliser de petites bouteilles d'eau, mais c'est de dire tiens, voilà une solution alternative. Et donc, que ce soit pour les professionnels, pour les particuliers, c'est de dire voilà comment il faut faire. Et donc, avec une communication adaptée, avec des solutions locales, hein, tu en parlais aussi, Thomas. Voilà, si on a la bonne solution locale, c'est pratique, c'est au pied de chez soi, ça sera très facile d'habituer à appliquer de nouveaux comportements, tout simplement. Des questions peut-être dans la salle? Qui trie ses déchets? Voilà. Il n'y a que de bons élèves. Voilà. Qui était au courant de la nouvelle réglementation sur... J'en vois pas beaucoup. Hein. Ah bah c'est pour ça. Oui, mais là c'est pas de jeu là. Non, pas de questions concernant quand même ce sujet qui nous concerne tous. Si vous voulez, je peux compléter juste un peu. Oui, Ah, juste pardon. voilà. Puis comme ça sera le mot de la fin. Oui. Non, mais je pense qu'on en parlera l'année prochaine. Ça aura beaucoup Oui. évolué en un an. Oui, tout à fait. Et puis, il faut voir que la marche est très haute. C'est vrai que cette réglementation qu'on va appliquer en France, elle est ambitieuse parce que quand on sera, en 2023, on sera quand même sans doute parmi les leaders en Europe, les premiers en Europe qui auront été aussi ambitieux pour permettre la collecte séparée des biodéchets sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'il y a, pour l'instant, il y a plein de très belles initiatives en Europe, en Italie, en Europe du Nord, mais qui sont plutôt localisées sur des départements, sur des villes. C'est des territoires beaucoup plus décentralisés que les nôtres. Et donc voilà, mettre en place ça sur tout un territoire comme la France, ça va être, c'est une grande marche. Donc effectivement, c'est un sacré défi. C'est un sujet qui, il me semble que beaucoup de collectivités, de syndicats s'intéressent au sujet, peuvent avoir des questionnements, des incertitudes sur la manière d'avancer. Et puis, c'est normal. Et je pense qu'en tout cas, on a 2 ans pour le faire. Et puis, je pense qu'on va beaucoup évoluer en un an, effectivement, si on revient l'année prochaine, reparler du sujet. On peut se donner rendez-vous à l'année prochaine. Alors, et ben voilà, donnons rendez-vous dans un an pour voir comment les choses auront évolué. Merci en tout cas Thomas Couette, merci Florence Crocheton-Boyer, merci Fabien Garcia donc, pour ces échanges fort intéressants donc, sur ce sujet qui est quand même très concernant puisque voilà, on doit tous trier nos déchets. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour une prochaine table ronde.